Frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso et du Mali, je voudrais saluer les peuples de nos trois pays qui sont des frères et amis. Vous savez, les frères, ce sont les parents. Les parents, on ne les choisit pas, donc on est frères. Mais amis, on a décidé en 2003, en plus de la fraternité, de renforcer et montrer à tout le monde que nous sommes des amis. Je voudrais rappeler que cette visite d'amitié et de travail se situe dans le prolongement de la visite d'amitié et de travail que le Premier ministre Lamine Zeine Ali Mahaman a bien voulu effectuer à notre demande le 5 octobre 2023 à Bamako. À cette occasion, nous avions passé en revue les différents aspects de la coopération entre nos deux pays. Et c'est à cette même occasion qu'une invitation a été officiellement adressée au chef du gouvernement du Mali pour un séjour de travail au Niger. L'engagement a été pris. Nous nous sommes rabattus sur nos chefs, ce qui fait qu'à la dernière visite du président Tchani à Bamako, la première chose qu'il a dit à notre président, c'est de rappeler la dette que son Premier ministre avait pris comme engagement de séjourner au Mali et à l'arrivée au départ. Et donc notre président nous a autorisés à nous rendre à Niamey en fonction du calendrier des deux premiers ministres. Et donc, mon frère nous a invités à cette occasion, mais il a fait plus, il a invité aussi notre frère du Burkina Faso qui en parlera, pour non seulement venir faire une visite de travail, mais aussi aller assister à Agadez à cette lutte traditionnelle sous le thème « La sauvegarde de la patrie ». Lutte traditionnelle qui est un moyen de renforcement de la cohésion nationale et de la fraternité entre les Nigériens. Vous savez, j'ai l'habitude de rappeler qu'au Niger, il y a deux dates qu'on n'oubliera jamais, où le destin de ce peuple a basculé et allé dans le sens de l'histoire, dans le sens souhaité par ces deux frères du Mali et du Burkina. Ces deux dates, c'est le 26 juillet 2023. Ce jour, il y a eu un basculement de l'histoire où le peuple nigérien a décidé de reprendre son destin en main. Mais il s'est confronté à plusieurs obstacles, dont le plus dangereux et le plus immédiat était une agression physique commanditée par qui vous savez, pour terroriser, en plus du terrorisme habituel, le peuple nigérien. Ils ont commencé d'abord par faire comme les terroristes sont. Vous savez, nous avons une ville qui s'appelle Farabougou chez nous. Quand ils viennent, les terroristes encerclent les lieux, ils imposent un blocus, ni nourriture, ni médicaments, ni rien. C'est ce que les terroristes font chez nous. Eh bien, curieusement, des États dits amis de la CEDEAO, sur commande, sinon injonction de qui vous savez,
ont décidé d'organiser une agression physique immédiate contre le peuple nigérien, en disant qu'elle met en position sa force d'attente, qui attend depuis 2012. Parce qu'au Mali aussi, quand il y a eu le coup d'État en 2012, la CEDEAO s'est précipitée pour mettre en place une force d'attente. Et depuis 2012, elle attend. Et en 2023, on nous a dit qu'elle a décidé de se réveiller, elle attend d'attaquer le Niger. Le Mali et le Burkina ont été très clairs. C'est là que s'est joué le deuxième point qui a déterminé la destinée du Niger. Sous la haute conduite du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, et le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, une décision historique de grande portée politique a été prise pour dire que nous, les peuples du Sahel, nous sommes des peuples de guerriers. Personne ne viendra d'outre-mer sous-traiter à travers un acte de service des menaces contre un de nos frères. Nous avons donc été très clairs que malgré le terrorisme qu'exerçait sur nous la communauté internationale, et souvent avec procuration, si par hasard un pays se hasardait à attaquer le Niger, qu'il considère qu'il a attaqué le Mali et le Burkina Faso. Et nous étions déterminés. Ce n'était pas de la blague. Je crois qu'après avoir eu les informations, ils ont compris que c'est sérieux. Parce que nous avons été très clairs en disant que le premier État qui prendrait le risque d'agresser le Niger, il le regrettera amèrement pour toute sa vie. Quand je dis État, c'est les dirigeants, parce qu'en fait, les peuples ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voulaient faire. Ce jour-là, le dessein de chacun de nos pays, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du dessein du Sahel, le dessein de l'Afrique a basculé. Parce que le monde entier a compris qu'il y a l'avant et l'après-embargo contre le Niger. Rien ne sera plus comme avant. Certains, je pense, ont passé la nuit à se poser des questions, mais quand ils se sont réveillés, ils ont compris que c'était sérieux. Et depuis, cette force est en train d'attendre. Depuis 2012, elle continue encore à attendre. Il paraît qu'il lui fallait 3 milliards qui étaient mobilisés. Or, les pays du Sahel ont fait plus de 10 ans à demander 2 milliards. On disait qu'il n'y en a pas. Et on a trouvé 3 milliards pour faire attendre. Qui continuent à attendre. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je voudrais saluer le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé, pour avoir décidé quelque chose de très sérieux dans l'histoire de l'Afrique. La création de l'Alliance des États du Sahel. Mais si vous regardez, en plus que ces pays sont frères, amis, leur destin était lié avant, parce que si vous regardez le changement dans ces 3 pays, la cause est la même. C'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Ceux qui dirigent ces pays, ils n'ont pas fait de campagne politique pour arriver à la tête des pays. Ce n'est pas des officiers de salon, comme certains aiment saboter les hommes en uniforme. C'est des hommes de terrain. Ce n'est pas des historiens qui fouillent dans les livres pour savoir, nous on le fait souvent, mais eux ils l'ont vécu. Tous les doubles langages, toutes les trahisons, tous les coups de poignard et toutes les fourberies contre nos peuples sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. En réalité, une nouvelle forme de domination et de recolonisation de l'Afrique
ils l'ont vécu dans leur chair et dans leur âme. Et c'est pour cela que chacun d'entre eux, ces hommes, en suivant des itinéraires peut-être différents, au Mali, à l'issue d'une mobilisation populaire qui a dit non à la défaite, à l'abandon, à l'inoculation de ce que j'ai appelé le virus de la défaite, le virus du pétainisme. Le peuple malien qui a dit non, ces hommes se sont levés, ils ont répondu à l'appel de leur peuple. Au Niger et au Burkina, en suivant d'autres voies, il s'est trouvé des hommes qui se sont levés aussi pour répondre à l'appel de leur peuple. Et c'est tous des militaires. Et c'est pour cela que l'AES s'est construite à partir de la coopération militaire. Tout le monde a pensé que le Niger allait s'effondrer. La peur a changé de camp aujourd'hui. Personne n'a pensé que Kidal était possible d'être pris par l'État malien. Aujourd'hui, le Mali a pris Anefis, a pris Kidal, a pris Tinzaouaten. Il n'y a aucun bout du territoire malien où si le chef de l'État le décide, l'armée malienne ne peut pas agir, où l'État malien ne peut pas être présent. Il y avait dans un passé récent, on nous disait sur certaines parties de notre territoire qu'on ne peut pas même survoler, au motif que c'est le lieu d'entraînement nocturne de Barkhane, de Takuba, de G5 Sahel, je ne sais quoi encore. Nous en avions tellement, et CAP, et UTM. Mais aujourd'hui, tout cela c'est un passé révolu et notre armée peut aller partout. Au Burkina, les adversaires de l'AES ont voulu faire trébucher. Je ne dirais pas faire tomber, parce que de toute façon, le peuple burkinabé n'allait pas tomber. Ils ont voulu le faire trébucher à Dibou, en mobilisant des milliers de terroristes, en les équipant, en les organisant, pour tomber sur une localité et tout détruire, pour démoraliser la population. Les forces armées de sécurité burkinabé ont donné la réplique qu'il faut pour que tous les terroristes soient terrorisés eux-mêmes là où ils sont venus, comme le dirait un célèbre homme politique de notre pays, et que ceux qui ne sont pas terrorisés perdent le chemin de retour chez eux. Et le peuple burkinabé est resté debout. J'ai rappelé longuement ces faits pour dire toute la dédicace que nos peuples doivent faire à nos armées. Les forces armées de sécurité de ces pays ont démontré ce que nous avons toujours pensé, c'est-à-dire que la colonne vertébrale de nos nations, c'est nos forces armées de sécurité. Et toutes ces sociétés qui nous donnent des leçons, leur force, c'est l'organisation de la société sur le modèle militaire. Tous ces pays, si vous fouillez dans leur histoire, quand c'était difficile dans ces pays, quand il fallait prendre des virages historiques, c'est des militaires qui les ont dirigés. Ce n'est pas l'effet du hasard. Hier, j'ai cité, bon, pour les jeunes qui regardent, pour qu'ils ne parlent pas qu'on passe dans l'air, aux États-Unis, le général George Washington, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris un militaire, Eisenhower, pour être président. Les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire de France, c'est De Gaulle et Napoléon, c'est des militaires. Aucun d'entre eux n'est venu par élection. Churchill, c'était un militaire. Est-ce que vous savez qu'en 1941, quand le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre est allé signer la paix avec l'Allemagne nazie, il s'appelait, je crois, Chamberlain. Quand il est retourné, toute la population anglaise est sortie pour l'accueillir, pour l'applaudir. Tout le monde. Il y a un homme
qui a refusé. Il a dit que vous avez été signé la paix pour ne pas avoir la... Vous avez été signé la paix avec les nazis pour ne pas avoir la guerre. À la fin, vous aurez et la guerre et la honte. Quelque temps après, effectivement, l'Angleterre a été envahie par les nazis. La reine n'a eu d'autre choix que d'aller chercher cet homme et le mettre à la tête du gouvernement anglais pour les sortir des griffes du nazisme. C'était un militaire. De Gaulle, c'est un déserteur. Il a déserté l'armée française pour se réfugier en Angleterre. Mais il s'est rangé du côté du peuple français en se basant sur les Africains. La capitale de la France libre, en 1941, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. Le repli de Gaulle, c'était sur les forces françaises, les forces africaines. On les appelait après les tirailleurs sénégalais. Même si, à la libération, on a tout fait pour masquer leur rôle. En Russie, c'était Staline, il n'était pas militaire, mais à la fin, il était généralissimus, c'était devenu un militaire. En Chine, c'est Mao. Donc, on arrête cette mystification. Et les militaires de nos trois pays ont démontré qu'elles ont travaillé à restituer à nos peuples leur honneur et leur dignité. La deuxième chose que je voudrais dire, monsieur le Premier ministre, après avoir rendu hommage au président et aux militaires de notre pays, c'est la foi de nos peuples dans l'avenir. Parce que spontanément, il y a une effervescence dans tous ces pays. Tout a été fait pour déstabiliser le Mali avec le fameux embargo de 2022. Tout a été fait pour déstabiliser le Burkina Faso avec des attaques multiples pour démontrer que le gouvernement actuel est incapable de tenir face au terrorisme. Tout a été fait pour démoraliser les Nigériens. Mais les peuples ont dit non. Je voudrais saluer les peuples de notre Afrique et les appeler à une grande résilience, de continuer. Nos adversaires n'ont pas peur des dirigeants dont je viens de parler. Ils n'ont pas peur de nous, ils ont peur des peuples. Parce que tant que les peuples sont mobilisés autour de leurs dirigeants, tous les rêves sont permis pour l'avenir. En plus des peuples, je voudrais aussi saluer tous les États qui font preuve de compréhension vis-à-vis de nos pays. Saluer le caractère amical de nos populations. Vous savez qu'au Niger réside la plus grande communauté de Maliens en dehors du Mali. Avant la Côte d'Ivoire, c'est le Niger le premier pays d'émigration. Et donc, les relations entre les deux pays ne pourront que continuer à se renforcer. Et je voudrais inviter tous les Maliens résidant au Niger, résidant au Burkina Faso, que vous avez une mission historique, c'est de consolider les relations entre nos peuples et soutenir nos dirigeants. Quand il y a votre soutien, les dirigeants n'auront pas d'autre choix. Nous voulons amener notre pays à un point de non-retour, où même lorsque, par plusieurs raisons, il n'y a plus le dirigeant pour continuer cette voie, soit il a peur, soit il n'est plus là, soit il y a d'autres raisons, les peuples vont forcer à aller de l'avant. C'est la garantie du non-retour. Et c'est pour cela que je voudrais terminer par cette citation du président Tchani. Il l'a dit à Bamako, à son point de presse, ça va devenir, je crois, un mot que nous allons citer régulièrement. Il dit qu'à terme, ils sont des militaires. C'est vrai. Mais ce qu'ils cherchent, c'est qu'à terme, ils veulent transformer le Sahel en un espace de prospérité où les gens vont bien vivre et non un espace d'insécurité. Et aujourd'hui, dans le cours
magistral qu'il nous a donné. Comme mon homologue a dit, on ne savait pas qu'il était militaire, historien, stratège, géopoliticien, géostratège. Mais je ne savais pas qu'il était historien aussi, mais on l'a découvert aujourd'hui. Nous avons conclu avec lui sur 3 choses. D'abord, en plus de la collaboration militaire qui est très avancée, il faut que nous nous mobilisions pour que les questions d'ordre économique soient au centre de l'action de nos gouvernements. Pour que la zone soit une zone prospère économiquement et que les jeunes de la future génération puissent travailler et ne pas avoir besoin d'aller ailleurs. Si ces objectifs sont atteints, ou dans chacune de ces directions nous atteignons le point de non-retour, je crois que nos dirigeants, nos peuples et tous ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui auront accompli leur mission historique au service de leurs citoyens, au service du Sahel, au service de tous les Africains